diviser mon intervention sur deux parties, donc plutôt la pratique sportive, les manifestations sportives et accueil du public. Donc, dans un premier temps, sur le socle commun, il y a des mesures communes que tout le monde connaît aujourd'hui et qui sont répétées assez régulièrement à la télévision. Et ça, que ce soit pour la pratique sportive ou les manifestations sportives, c'est commun à tout le monde, et même dans la vie de tous les jours, où on répète le respect des gestes barrières. Donc, se laver régulièrement les mains, avec de l'eau et du savon, bien sûr, ou du gel hydroalcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche. Enfin, je vais peut-être pas tout énumérer parce que sinon ça va prendre un petit peu de temps, mais toutes ces mesures-là sont en plus des mesures pour la reprise de la pratique sportive et des compétitions. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une zone de circulation active du virus depuis quelque temps. Et alors, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ça. On demande juste aux associations sportives de faire un petit peu plus attention et peut-être être encore plus rigoureux sur les mesures qui sont demandées, les mesures barrières. En ce qui concerne la reprise, donc le port du masque est donc obligatoire pour circuler dans les zones, que ce soit les parents accompagnés des petits ou des grands ou voilà, jusqu'à l'âge de 11 ans. Le port du masque est obligatoire dans les zones de pratique intérieures et extérieures. Sauf évidemment pour les pratiques sportives où le port du masque, quand on est en activité sportive, le port du masque n'est pas obligatoire à condition d'avoir une distanciation physique. Alors, est-ce que c'est moi qui change Non, c'est toi. Excuse-moi. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, encore une. Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède sur l'avancée des. Je te suis, Christelle, en fait. D'accord, ok. Là, je suis passée sur la diapo suivante. D'accord, donc il faut encore avancer parce que je suis un petit peu plus loin sur la distanciation de. Voilà. Donc le port du masque donc, est obligatoire pour les non-pratiquants, bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Et alors c'est pas les non-pratiquants, du coup je me suis trompée, mais pour les pratiquants, pendant l'activité sportive, le port du masque n'est pas obligatoire. Mais il faut tout de même veiller à ce qu'une distance de 2 mètres soit observée pendant la pratique sportive. En général, c'est-à-dire que pour les sports de combat, effectivement, les mesures sont dérogatoires. C'est des mesures dérogatoires et toutes les informations vraiment sur les disciplines sportives sont très très bien expliquées sur les sites de vos fédérations. C'est-à-dire que chaque fédération a sorti un protocole par discipline sportive. J'ai mis le lien à la fin de mon intervention. Non, ça ne te dit rien, Elodie? Mais sinon, je le communiquerai, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis ce matin, donc c'est pour ça, où j'ai mis les liens utiles. Donc, les liens où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que je vous donne là. Et en plus, le ministère a répertorié toutes les mesures sorties par toutes les fédérations en fonction des disciplines sportives. Et c'est vraiment très, très pratique. Et évidemment, ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Donc, les distances de 2 mètres, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je perds le fil. Alors, dans les équipements sportifs, pour les équipements sportifs, le gérant des équipements sportifs est donc responsable de ce qui se passe dans son établissement et c'est à lui d'établir les règles de précaution pour le Covid. De façon plus claire, évidemment, si vous êtes dans un équipement sportif qui dépend d'une commune, le maire de la commune doit s'engager et doit afficher le protocole de sécurité du lieu de pratique. D'accord ? Et chaque association doit pouvoir respecter cela.
Ça, c'est pour l'équipement sportif. Après, au sein de votre activité, c'est à vous qu'incombe de faire respecter les règles qui sont donc la distanciation de 2 mètres, le port du masque pour tous les gens qui accompagnent, etc. Ah oui, alors pour le nombre de pratiquants, alors le nombre de pratiquants, pour tout rassemblement de plus de 10 personnes, il faut faire une demande en préfecture. Donc il faut en faire une déclaration à la préfecture pour 10 pratiquants dans un même lieu. Alors attendez. Voilà. Aucune déclaration pour l'accueil de non pas de sportifs, mais de participants, pas plus de 1500 personnes accueillies. Donc la déclaration pour moins de 1500 personnes accueillies, il n'y a pas besoin de faire de déclaration en préfecture. Voilà, donc ça c'est bon. Pour ce qui est des déplacements collectifs, bien entendu, dans les gens qui emmènent les enfants sur les lieux ou sur des lieux de pratique ou de compétition, à partir du moment où c'est collectif, ils doivent veiller à ce que les véhicules soient désinfectés entre chaque passage. Bien sûr, s'il y a beaucoup d'enfants, si c'est un transport collectif et que chacun ait son masque sur le visage. Donc, sur l'âge des enfants avec un masque obligatoire, c'est 11 ans aussi. Hein. C'est pareil que pour les écoles et pour tous les jours. Pour ce qui est des vestiaires, les vestiaires collectifs ou individuels, alors depuis le début, les vestiaires individuels sont autorisés, à condition évidemment d'un nettoyage entre chaque passage. Le port du masque est obligatoire jusqu'au vestiaire. Et pour les vestiaires collectifs, il faut que les responsables gèrent le flux pour pas qu'il y ait trop de monde dans les vestiaires collectifs. Donc on revient à la règle des 10 personnes. Hein. Donc il y a aussi une recommandation par rapport aux gens qui organisent et pour pouvoir je vais trouver le mot, pour pouvoir prévenir, voilà, je viens de trouver, c'est un peu compliqué, pour pouvoir prévenir s'il y a eu un cas ou quelqu'un qui a eu des symptômes dans la pratique, il y a un registre, une sorte de registre à tenir pour savoir qui est passé en même temps sur des horaires, sur les créneaux horaires, pour pouvoir répertorier plus facilement les cas contacts suite à quelqu'un qui serait positif à la Covid-21. Après, je ne sais plus. La prochaine, Elodie, s'il te plaît. Ah voilà. Là, c'est pour les manifestations sportives maintenant, donc sur l'organisation des manifestations sportives. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fédérations ont sorti des protocoles très très bien faits par discipline sportive. Donc, je vous conseille vivement d'aller les consulter. Moi, j'ai pas pu faire une intervention par discipline sportive, sinon je pense que on était encore là assez tard ce soir. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce soit la discipline sportive, enfin que ce soit une compétition ou que ce soit de l'accueil, les conditions sont quasiment les mêmes. Il faut respecter de toute façon les règles de distanciation sociale et les ports du masque pour les enfants de plus de 11 ans. Évidemment, donc pendant les matchs ou pendant la compétition,
ceux qui pratiquent n'ont pas besoin de mettre le masque. Par contre, entre chaque rencontre, pour des sports individuels, il est important de porter le masque. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. La règle est la même, le port du masque pour les gens qui accompagnent ou pour les pratiquants, que ce soit de l'entraînement, de l'accueil pour l'entraînement ou pour les compétitions, c'est exactement la même chose. Alors, en ce qui concerne l'accueil des publics pour participer, enfin pour voir ce qu'on appelle les spectateurs ou les supporters, il faut veiller à disposer d'une place assise et observer aussi une distance minimale d'1 siège entre chaque personne ou de groupes de 10 personnes. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de 10 personnes qui arrivent ensemble, mais, bon, voilà, ils sont venus ensemble, à partir du moment où ils portent le masque, ils peuvent s'asseoir les uns à côté des autres. Par contre, toute personne individuelle devra avoir 1 siège d'écart avec les autres. C'est la distanciation d'au moins 1 mètre, hein, comme entre chaque personne. Alors, certaines personnes parlent de la prise de température. Il n'est pas obligatoire pour les gens qui organisent des manifestations sportives de prendre les températures. Hein, il n'y a pas de mesure obligatoire par rapport à ça. N'achetez pas de thermomètre, ça ne sert à rien. Pour ce qui est des buvettes, si vous organisez une compétition avec buvette, elles sont bien sûr autorisées dans le strict respect du protocole sanitaire des hôtels, cafés, restaurants. Voilà, elles doivent faire l'obligation de demande d'ouverture d'un débit de boissons temporaire au maire de la commune au moins 15 jours avant. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. C'est la même règle, mis à part que il faut respecter le protocole sanitaire des hôtels, cafés, restaurants. Alors, quelque chose qui va certainement intéresser, puisqu'on est en année élective, par rapport à la tenue des assemblées générales. Donc beaucoup aujourd'hui le font par visio, hein. Il y a des fédérations qui font par visioconférence. Alors, jusqu'au 30 novembre prochain, voilà, c'est écrit, les assemblées générales des fédérations ou de leurs organes déconcentrés peuvent être tenues à huis clos uniquement, lorsqu'il existe sur le territoire concerné une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour les motifs sanitaires. Voilà, donc huis clos, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais vous pouvez opter pour faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire en web conférence, sans aucun problème. En gros, voilà pour moi ce que je peux vous en dire. Alors, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, hein, sinon ce serait beaucoup trop long, mais il n'y a pas une diapo après, Elodie, hein, sur les… Bon, ok. Je compléterai l'intervention avec les deux liens que j'avais notés. Je les ferai passer par Elodie. Tu pourras les insérer dedans. Hein, c'est les deux liens du ministère. Celui qui donne tous les protocoles pour la reprise des activités et pour les compétitions sportives. Et le deuxième lien qui est sur tout ce qui a été recensé au niveau des fédérations, dans toutes les fédérations, les protocoles sanitaires qui sont mis en place. Très bien. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, mais c'est un sujet pas facile. Il faut juste savoir essayer de trier entre ce que on pense que les gens savent déjà et essayer d'aller à l'essentiel. Et puis laisser un peu de temps s'il y a des questions. Pour le coup, nous avons des questions. Nous avons une question, Monsieur Lequeux, qui demande si le registre papier, enfin le registre dont tu as parlé tout à l'heure, Christelle, doit être sous format papier ou informatique et à garder combien de temps?
Christelle? Le registre où on enregistre les gens, hein, c'est ça Voilà, dont tout à on fait, parle sur là? Cas Contact. Pour moi, hein, c'est le même temps que ce qu'on peut avoir sur sur les mesures d'isolement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures d'isolement, ils sont de 7 jours. Pour ceux qui ont des symptômes ou ceux qui sont cas contact, c'est entre 7 et 10 jours. Donc pour moi, c'est entre 7 et 10 jours qu'il faudrait garder. Après, j'ai rien d'écrit dessus, mais c'est ma vision des choses qui parle. C'est-à-dire que depuis vendredi dernier, le gouvernement a descendu la mesure d'isolement de 14 à 7 jours à partir du moment où on a des symptômes. Donc, pour moi, ce serait ça. Si dans les 7 jours, personne n'a eu de symptômes, eh ben, vous pouvez enlever ces pages-là, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Lequeux? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions, d'autres demandes de précision de la part des participants? Est-ce que vous voulez tout le monde sait ce que c'est qu'un cas contact? Il n'y a pas besoin de préciser parce que parfois on entend dire les choses, mais on ne sait pas trop spécialement ce que c'est. Je pense que tu peux préciser, Christelle, effectivement. D'accord. Alors, un cas contact, c'est quelqu'un qui a eu ou qui a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif au Covid, à la Covid-19. Voilà. Et donc, ce cas contact doit s'isoler. Alors, logiquement, il a été informé par l'assurance maladie. Hein, comme quoi il a été en contact avec quelqu'un qui avait été positif. Sa démarche, c'est de s'isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne. Et au bout de 7 jours, il réalise un test et prend rendez-vous parce que c'est une personne prioritaire, donc il devrait pouvoir prendre rendez-vous assez rapidement. Et reste en isolement jusqu'à l'apparition des résultats du test. J'ai une question pour savoir s'il existe un site internet qui donne des réponses selon des cas concrets, du type foire aux questions. Alors, si jamais vous vous posez des questions sur justement les mesures d'isolement, sur comment on fait, combien de temps, l'ARS, le site de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, tient à jour non seulement les mesures qui sont en place, mais aussi un question-réponse, et notamment là, par exemple sur ce que je viens de vous expliquer, donc sur le cas contact. Voilà, ils expliquent très bien les choses, le nombre de jours dans lequel on doit rester en isolement, le nombre de jours après lequel on peut reprendre contact avec les gens. Est-ce qu'il faut rester après avoir été 7 jours, si on est déclaré positif, combien de temps on doit rester à nouveau en isolement? Enfin, ils expliquent vraiment tout ça. Donc sur le site de l'ARS, vous tapez ARS information Covid et vous avez un question-réponse dessus. Très bien, merci. Je profite, pas de quoi. Je profite de l'arrêt sur cette diapo sur les assemblées générales, en dehors effectivement du décret qui applique la possibilité de faire une assemblée générale effectivement à huis clos, de redire aux associations que de toute façon, d'un point de vue statutaire, si elles précisent effectivement qu'elles peuvent tenir leur assemblée générale à distance avec l'utilisation du numérique, c'est quelque chose qui est aussi entendable et qui, je pense, va s'amplifier de toute façon dans les mois et les années à venir, puisqu'effectivement, c'est un système qui permet, et ça, c'est du bon sens, hein, de pouvoir associer différentes personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer et qui, aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, ne se déplacent pas de toute façon. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, comme support. Encore faut-il, effectivement, je le redis, le prévoir statutairement pour que ça soit possible. Voilà. Après,
sur les questions de droit de vote et de manière de voter, effectivement, ça c'est encore un autre aspect qui doit encore une fois être vu dans les statuts de l'association. Voilà, c'était juste un petit plus, on va dire, sur cet aspect-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole à Sarah Rousseau d'Eloasso, qui va nous parler effectivement de la reprise qui peut se mettre en place grâce justement au numérique. Je fais la transition en parlant justement des outils pour les assemblées générales. Et voilà, donc je fais la transition avec Sarah. Bonjour à tous, merci. Oula, c'est un peu fort peut-être. Merci beaucoup Élodie pour cette transition. Alors, préparer la reprise, je me disais, c'est vrai que préparer la reprise ou être jusqu'au cou dans la reprise grâce au numérique, je vous laisse choisir le titre qui vous conviendrait. J'ai envie de vous dire, mais après Christelle qui a dû énumérer les mesures sanitaires, est-ce que j'ai le droit? J'ai envie de vous dire, c'était pas la partie la plus sympa. De vous dire préparer la reprise grâce au numérique, j'en ai bien conscience parce qu'après les mois de confinement qu'on a vécu avant l'été, j'aurais aimé vous dire préparer les retrouvailles en présentiel et je pense qu'on en a tous très envie. Pour autant, le contexte étant celui qu'il est, il faut qu'on s'y adapte. Et il me semble, et là je parle sous le contrôle de tous les partenaires qui ont organisé ce webinaire, il me semble que ce qui est important pour les clubs et les associations sportives et pour vos pratiquants, c'est qu'il y ait des retrouvailles et qu'elles se fassent. Et quelle que soit la manière dont elles se fassent, il faut absolument qu'on puisse garder le contact. Élodie, je te propose de passer à la slide suivante. Moi, l'idée, c'est de vous rapidement, j'ai 20 minutes pour vous exposer des outils numériques, donc vous n'allez pas forcément apprendre des choses techniquement pendant ce webinaire, mais c'est de pouvoir brosser un panorama avec vous de comment vous pouvez utiliser le numérique pour préparer, pour vivre votre reprise, pour garder du contact, pour évoluer dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas la solution unique et magique. Je ne vais pas vous dire le numérique c'est génial, l'intelligence artificielle c'est le top. Il n'y a que ça de vrai et on souhaite que demain tout soit numérique. À Eloasso, nous on dit le numérique c'est bien, l'humain c'est mieux. Donc c'est pas la solution unique et magique, mais ça peut en faire partie. Donc j'ai vu là dans le chat la première réflexion, beaucoup de nos adhérents ne l'utilisent pas. Oui, alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'utilise pas le numérique. Et encore, des fois, moi, je vais me permettre de nuancer. Je ne dis pas que l'affirmation est fausse. Je vais faire un espèce de truc très agaçant qui est oui et en même temps. On a encore des personnes qui n'utilisent pas le numérique et il y a un fossé numérique. C'est un fait, je ne vais pas le nier. On a aussi beaucoup de personnes qui s'y mettent et qui l'utilisent très quotidiennement. Je pense notamment pour ceux qui proposent de la pratique sportive. Excusez-moi, c'est pas évident de parler seul face à son écran. De la pratique sportive, notamment à des enfants. Je pense que l'âge des parents fait que les parents sont très à l'aise avec pas mal d'outils numériques qui leur permettraient de gérer la pratique, le paiement, etc. très facilement, plus facilement que le papier. Donc, on a quand même toute une génération qui monte, qui l'utilise beaucoup. Et le confinement, vous avez le droit de nuancer et de ne pas être d'accord, mais a fait qu'on a quand même assez majoritairement, socialement, on y a eu plutôt recours. Donc, moi, je vais vous parler en tout cas de ça. François, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas d'accord ou à nuancer mes propos, ou je vous laisserai la parole ensuite. Je te propose de poursuivre. Moi, mon idée, c'est de pouvoir vous montrer ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, le numérique et avec le sport, ça ne remplace pas la pratique, heureusement. Encore que vous avez des nouveaux sports qui sont les sports en ligne, je pense aux jeux vidéo, mais je ne rentrerai pas dans ce débat du e-sport. Vous permettre d'abord de mobiliser des ressources de manière très pragmatique. Aujourd'hui, vous avez toujours besoin de bénévoles. J'espère qu'ils n'ont pas été trop démobilisés par le confinement, de financement et de gagner du temps et de la facilité dans votre gestion associative. On est dans une période alors de crise, c'est vrai qu'on en a marre d'entendre ce mot, mais dans une période où quand on peut limiter les contacts à des moments non obligatoires, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que se voir pour faire du sport ensemble, c'est important. Se voir pour donner un chèque sur lequel on a rempli la cotisation ou pour toute chose administrative qu'on pourrait faire à distance grâce au numérique, peut-être qu'on peut s'en passer. Et l'important, le numérique, pour nous, c'est de rester en contact malgré tout, préparer la rentrée, j'aurais peut-être dû... je me rends compte que la rentrée était mal choisie, préparer l'année scolaire. Est-ce que vous n'hésitez surtout pas à me contredire sur le chat. Allez, on continue, Élodie, si personne ne me contredit.
Je suis toute puissante pour l'instant. Alors, je vais décliner comme ça quelques exemples d'usage que vous pourrez aller fouiller de votre côté. Le numérique, c'est une manière de mobiliser des ressources bénévoles, puisque c'est bien les bénévoles qui sont au cœur de votre projet. Sachez qu'il existe des outils spécialisés pour trouver des bénévoles grâce à Internet. Ce sont des plateformes, il y a WebAssoc, il y a Pro Bono Lab, il y a BDnova, Latitude, tous bénévoles, qui vous permettent à la fois de trouver des citoyens qui ont envie de vous donner un coup de main dans votre activité quotidienne. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont été sensibilisées par le sort du sport amateur notamment et qui ont envie de pouvoir donner la main au club en cette rentrée. Et il y a aussi possibilité de mobiliser des missions bénévoles numériques, c'est-à-dire d'aller mobiliser gratuitement en pro bono un développeur, quelqu'un qui connaît bien les outils numériques et qui peut mettre du temps à disposition pour justement vous aider à prendre en main des sentiers numériques. Ça peut vite coûter un peu cher. Est-ce que c'est bon pour toi, Elodie, en termes de débit, de contenu, de timing? Alors, je ne t'entends pas. Si tu me réponds, on peut passer à la slide suivante. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, je continue dans ma démonstration de le numérique ne sauvera pas le monde, mais peut vous permettre 2-3 petites choses intéressantes dans vos clubs, notamment d'aller chercher des ressources financières. Rapidement, c'est pareil, en 3 minutes, je ne ferai pas de vous des experts, mais sachez que vous pouvez aller mobiliser du financement participatif. Alors, financement participatif en anglais, c'est le crowdfunding, comme ça vous pourrez frimer en soirée. En fait, c'est une manière de chercher du financement assez particulière et très numérique, où on va aller chercher une foule de personnes, une communauté qui vous suit, en leur proposant de soutenir financièrement un projet. Pareil, je vais te proposer de passer à la suite. Rapidement, je ne vais pas le détailler ici, on n'a pas le temps, mais si jamais vous aviez envie d'aller plus loin, je serais tout à fait ravie de revenir vous en parler. Le financement participatif, ça permet de mobiliser autour d'un projet précis. Alors, par exemple, si vous devez dédoubler tous vos cours ou équiper une salle de manière particulière à cause du Covid, ou je dis peut-être n'importe quoi, mais fabriquer des types d'équipements. Je pense à ces fameux masques transparents ou d'autres choses particulières pour pouvoir reprendre de l'activité. Et que ça a un coût dans votre fonctionnement que vous ne pouvez pas assumer. Vous pouvez dire par exemple, aidez-nous à collecter 3 000 € qui nous permettront d'assurer des cours pour des... je pense on parle beaucoup en ce moment des personnes malentendantes qui ont besoin de lire sur les lèvres et qui ont besoin d'un équipement de masque adapté. Ça pourrait être un projet sur lequel on mobilise la foule pour leur permettre de continuer une activité sportive dans des bonnes conditions. Et ça, pour la particularité, le crowdfunding, de se faire sur des durées précises. On se donne 1 mois et demi pour collecter 3 000 € et on fait des contreparties aux donateurs. On aurait l'occasion, si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, que je détaille, mais on peut proposer un cours d'essai gratuit, un objet, une contrepartie symbolique pour remercier ses contributeurs. C'est pareil, si jamais ça te semble clair, Elodie, tu peux passer. Voilà, alors je vous ai mis cette petite infographie qui est un petit mémo si jamais vous aviez envie de vous lancer. On va passer à la suite. Alors, on vous a mis dans la présentation, là pour le coup, vu que moi, je n'ai pas le contrôle de l'écran, c'est toi qui vas peut-être pouvoir nous les montrer, des exemples de campagnes de financement. Voilà, alors essaye de voir si tu peux les ouvrir. Si c'est compliqué, ce que je te propose, c'est que je vais avancer un peu et on laissera les participants les découvrir sur la trame. Ah non, on y est. Bon, bah super. Alors là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une page de financement participatif, c'est ça. Donc la Fédération française de danse en a lancé une pour soutenir ses clubs, associations et écoles. Donc, elle a mobilisé 36 donateurs et près de 4 000 € sur un objectif très ambitieux de 500 000. Donc, vous voyez, elle explique le projet, pourquoi elle le fait. Donc, c'est un projet qui est très actuel et lié au contexte et à quoi va lui servir l'argent.
Donc, vous avez plusieurs types de plateformes qui vous permettent de pouvoir, si vous le souhaitez, mettre en place des campagnes de financement participatif. Hello Asso en est une, vous en avez d'autres, bien entendu. Est-ce que tu peux revenir à la présentation maintenant, Élodie, et ouvrir la deuxième page? Je crois qu'on en avait mis une deuxième comme exemple. En attendant, pendant qu'Élodie ouvre la deuxième page, si vous avez des questions ou des réactions, c'est le moment, n'hésitez pas. Et effectivement, je vais rebondir sur ce que Élodie, je pense, a mis dans le chat. Si vous avez des bénévoles pour qui l'utilisation du numérique est compliquée et que vous voyez un vrai intérêt à les accompagner dedans, les maisons de services au public sont un super interlocuteur. Ça fait partie aussi potentiellement, quand Élodie parlait d'associationnisme et de vraies vertus collectives et sociales du monde associatif, ça peut faire partie des choses que vous offrez à vos adhérents, surtout en cette période particulière, pour que les gens restent peu isolés. Si tu veux, on va peut-être pouvoir passer à la suite, tant pis pour le deuxième exemple. Je ne veux pas te faire perdre trop de temps. Vous avez aussi dans les ressources de financement particulières au mouvement sportif la plateforme Soutiens ton club. Voilà, où vous pouvez inscrire votre club pour pouvoir faire aussi des collectes. Alors, j'avoue que je ne connais pas très bien la plateforme. Élodie, tu l'as rajoutée. Est-ce que tu vas en dire quelques mots? Oui, en fait, c'est un exemple, effectivement, puisque tout à l'heure, tu citais la Fédération de danse. Effectivement, on a des propositions de mécénat, parce qu'on est sur du mécénat, hein, sur une forme de mécénat, qui ont été faites par les fédérations, qui sont très par discipline, finalement. Et il existe effectivement la plateforme qui a été mise en œuvre par le Comité olympique national avec le Comité paralympique et sportif français, le CPSF, avec le lien avec le ministère des Sports qui effectivement propose cette plateforme qui est ouverte à tous les clubs, quelle que soit leur discipline. Voilà, donc ça c'est l'avantage de cette plateforme, elle n'est pas dédiée à une discipline particulière, mais vraiment pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est il faut se rendre sur le site internet, c'est relativement simple, inscrire son club et effectivement communiquer ensuite pour pouvoir obtenir du mécénat de la part du public et notamment, pourquoi pas de ses adhérents et d'autres partenaires potentiels. Voilà, donc c'est une plateforme qui existe, qui fonctionne également et qui, encore une fois, a l'avantage d'être transdisciplinaire, on va dire ça comme ça. Et vous aurez tous les liens sur la présentation qui vous seront envoyés après. Donc moi, ce que je vous incite à faire, c'est à cliquer un peu partout et aller regarder à quoi ça ressemble. Eh bien, je te propose de passer à la slide suivante. Je vous disais le numérique, mon idée c'était de pouvoir vous montrer une petite démonstration d'une vingtaine de minutes ce qu'il était possible de faire. Je vais te laisser répondre à la question de François Lequeus sur le sport olympique ou pas seulement pour la plateforme. L'idée, c'est de vous montrer aussi que le numérique peut vous permettre de gagner du temps dans vos gestions quotidiennes des associations. Là, on en a parlé, la rentrée est quand même moins facile que d'habitude. Moi, j'essaye je sais que c'est compliqué, j'essaye de se dire, allez, on va essayer de pas se plomber avec du vocabulaire trop négatif. Vous allez passer beaucoup de temps à adapter votre activité sur le terrain avec les pratiquants. Peut-être que vous allez devoir dédoubler des cours, etc. Peut-être vous avez encore plus envie de ne pas passer trop de temps à faire des choses que vous pouvez automatiser de l'administratif et qui sont un peu fastidieuses pour vous. Notamment, on sait bien que si vous êtes devenu bénévole ou responsable associatif dans le domaine du sport, c'est bien par amour de la pratique et pas de la paperasse. Enfin, j'imagine. Donc, sachez que le numérique peut être vraiment une bonne option pour pouvoir vous aider à faire votre comptabilité, notamment comptabilité en ligne et gérer de manière automatique vos opérations. Alors, vous avez peut-être déjà tous votre comptabilité sur des logiciels. Je vous souhaite, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de se poser la question. Sachez aujourd'hui que vous avez des très beaux outils de comptabilité en ligne. Je pense notamment à Basicompta dans le domaine du sport, qui vous permettent de pouvoir faire votre comptabilité à distance et à plusieurs et à pas vous retrouver. On a un peu eu, nous, des témoignages assez tragiques d'associations qui, pendant 3 mois, n'ont pas pu accéder à leur logiciel de compta, qui n'était pas en ligne, qui était enregistré bien au chaud sur un ordinateur, lui-même bien au chaud dans un local auquel il n'avait pas accès pour cause de confinement. Bon, c'est peut-être l'occasion de se poser la question de la compta en ligne.
C'est pareil, vous êtes des clubs, vous gérez énormément d'adhérents, vous avez les bénévoles, vous avez les pratiquants, vous avez les salariés, vous avez les partenaires. Vous avez aujourd'hui des moyens adaptés au monde associatif, adaptés en termes de technique, mais aussi adaptés en termes de prix pour faire de la gestion de contacts et avoir des fichiers hyper faciles à partager, à utiliser pour écrire. Si vous devez contacter tous les parents des enfants, je vais peut-être dire des bêtises, hein, tous les parents des enfants qui ont entre 8 et 10 ans et qui sont au cours de handball du mercredi après-midi à 14h, et ben en fait, il y a des logiciels qui vous permettent hyper facilement d'avoir la liste et de pouvoir la partager. Et puis, vous pouvez aussi passer, alors pour les événements, j'espère qu'on vivra un beau printemps plein d'événements et on peut déjà en mettre en œuvre, même si les conditions sont restrictives. Vous pouvez organiser vos événements avec des outils en ligne. Je te propose de passer à la suite. Vous pouvez collaborer à distance pour garder des temps de rencontre en vrai. Vraiment, je ne vous pousse pas à devenir des machines, qu'on soit bien d'accord. Par contre, comme ce soir, ça peut être utile de pouvoir maîtriser, s'habituer aux outils de visioconférence pour pouvoir se retrouver quand même. Pour pouvoir ce soir vous donner quelques éléments sur des outils numériques et sur des mesures particulières et pour pouvoir, pourquoi pas, retrouver vos membres, je pense au CA, qui se réunit régulièrement de manière plus facile. Quelques trucs et astuces parce qu'on a vu fleurir, vous comme moi, plein de propositions de Microsoft Teams à Framatolk en passant par Zoom, Jitsi Meet et encore, je ne vous ai pas remis les traditionnels Skype, il y a du WhatsApp et compagnie. Il y a plein d'outils possibles. Vous pouvez aller regarder le coût, qui est un des critères. Vous pouvez regarder la limite. Est-ce que vous êtes limité dans le temps, le nombre de participants? Si vous souhaitez faire votre assemblée générale et que vous êtes limité à 30, ça va peut-être être un peu court. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on peut rejoindre la vidéo par téléphone? C'est toujours très utile, notamment quand on a des membres qui ne sont pas très à l'aise avec Internet ou mal équipés. Et puis, regarder toutes les options proposées. Comme tous les nouveaux outils, qu'ils soient numériques ou dans la vraie vie, il faut toujours un moment de test, puisque ça bug toujours au début. Et puis, il faut accompagner les membres les moins à l'aise. Je te propose de passer à la suite. Rapidement aussi, je ne sais pas si vous y êtes passé ou pas. Là, j'ai envie de vous dire vraiment, laissez l'adopter. Il fut un temps où on tapait les comptes rendus de réunion sur un Word qu'on enregistrait dans le disque dur de son ordinateur à soi, qui pouvait d'ailleurs être bien au chaud dans le local associatif fermé pendant tout le confinement. Et qu'on s'envoyait en pièces jointes. Aujourd'hui, on peut aussi travailler à plusieurs sur un même document, ce qui permet en fait de ne pas, ce qui permet à tous les membres de l'association de pouvoir accéder à des documents en ligne, de pouvoir travailler à plusieurs mains dessus et de ne plus s'envoyer des pièces jointes qui n'en finissent pas. Version 1 définitive modifiée Sarah Rousseau du 19 septembre, vous connaissez ça. Donc ça peut être l'occasion d'aller regarder pour gagner du temps sur votre gestion quotidienne. Et je veux bien que tu passes à la suivante. Et puis, pour terminer, on a bientôt fini. J'ai peur d'être un peu longue sur le timing. Bien sûr que le principal outil du numérique, comme de vos projets associatifs, c'est d'être en lien et de faire ensemble. Les réseaux sociaux, si vous n'y êtes pas encore passé, sont vraiment des formidables outils pour animer le collectif et la vie du club entre les compétitions, entre les entraînements, donner de l'information, notamment en ces temps où je pense que vos membres ont besoin de savoir comment ça se passe et d'être rassurés sur la rentrée. Et de pouvoir donner de l'information, de rester en contact. Les mails et les newsletters sont aussi de très bons outils. Et j'ai envie de vous dire, pour le coup, sans vouloir faire du jeunisme absolument, vos pratiquants vos jeunes pratiquants sont de toute façon très connectés. C'est une très belle manière de pouvoir être en contact avec eux. Voilà, je veux bien que tu passes à la slide suivante. J'ai l'impression d'être un petit peu longue, Élodie, hein, tu me dis. N'hésite pas. Vous pouvez aussi, alors là c'est peut-être un peu tard, on est mi-septembre, mais sachez-le, plutôt que de faire venir tous vos adhérents le même jour ou sur des permanences au local pour
encaisser les chèques et compagnie, vous pouvez passer par des logiciels qui vous permettent de faire de la gestion de cotisation en ligne. Ce qui permet d'éviter les déplacements, le contact, de faciliter l'inscription. Et croyez-moi, je pense que pour le coup, il y a toute une génération qui serait très heureuse de pouvoir faire ce genre de démarche en ligne à 22h le soir après avoir couché les gamins, plutôt que de devoir passer au local ou glisser un chèque dans un sac à dos. Et vous, ça peut vraiment vous permettre d'automatiser des tâches et de gagner du temps dans la gestion des inscriptions. Voilà, la billetterie. Alors aujourd'hui, quelque part, c'est un peu décalé, mais je vous en parle quand même parce qu'il y a un peu moins d'événements grand public qui se lancent et en même temps, on espère qu'il y en aura bientôt plein. Et pour ceux qui ont déjà lieu, sachez que quand vous organisez un événement, vous pouvez mettre en place une billetterie en ligne qui peut être payante ou gratuite et qui a l'avantage dans le contexte que nous connaissons de pouvoir maîtriser le nombre de personnes qui vont pouvoir venir, la jauge, vous pouvez dire il est ouvert à 10 personnes et quand les 10 places sont parties, c'est terminé. Et vous pouvez aussi, dans cette billetterie, collecter les coordonnées des personnes qui vont se rendre à votre événement, ce qui est très pratique pour leur donner des consignes sanitaires avant si besoin, les informer si jamais la situation devenait un peu difficile et qu'il fallait annuler ou reporter l'événement, et puis savoir qui était là et qui contacter en cas de suspicion de cas contact. Voilà, la billetterie, vous pouvez aussi l'utiliser pour organiser des formations, des réunions, des assemblées générales. C'est un outil, pareil, l'essayer, c'est l'adopter. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Dans tout ça, la bonne pratique entre toutes, et ça fera, je pense, la transition idéale avec la prochaine intervention, la bonne pratique numérique que moi je vous recommande, c'est d'être accompagné. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, si vous dites qu'il y a des choses qui sont pertinentes pour vous, qui vous permettraient de gagner du temps, mais que vous avez peur d'y aller seul, n'hésitez pas à vous tourner vers des acteurs qui peuvent vous accompagner. Et donc, c'est notamment les acteurs engagés dans le cadre du programme Point d'appui au numérique associatif, qui est un programme national qui permet à des acteurs de l'accompagnement comme l'ICDOS de pouvoir monter en compétence sur les sujets numériques et surtout vous accompagner au mieux pour les prendre en main. Voilà, et j'en ai terminé pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions, réactions ? Alors, c'est que j'ai été très claire, c'est ce que je vais me dire. Et j'en profite du coup pour rebondir sur le PANA, sur ce dispositif. Effectivement, pour information, en Seine-Maritime, vous avez un certain nombre de structures qui sont, on va dire, reconnues, point d'appui au numérique associatif, et des structures qui sont positionnées aussi bien en zone urbaine que rurale, donc sur vraiment tout le territoire de la Seine-Maritime. Des associations qui ne sont pas forcément des associations sportives. Le comité olympique de la Seine-Maritime est reconnu comme PANA, mais vous en avez d'autres effectivement qui peuvent être plutôt de l'éducation populaire, mais qui peuvent vous accompagner également sur le numérique, puisque là, pas besoin d'être un spécialiste du sport pour pouvoir vous accompagner sur ce thème du numérique, très clairement. Et tout à l'heure, il y avait une question, je rebondis sur la remarque qui est faite sur le fait que tous les adhérents ne sont pas formés au numérique, ils n'ont pas forcément la capacité voilà, de pouvoir ne serait-ce que se connecter, c'est-à-dire avoir une connexion suffisante aussi. Et je disais en commentaire qu'effectivement, il existait là aussi des associations qui étaient reconnues maisons de service au public, les MSAP, qui notamment accompagnent à la fois sur l'usage du numérique, mais également sur le fait tout simplement de vous fournir un ordinateur et une connexion. Voilà. Donc ça, c'est aussi des interlocuteurs que vous avez sur l'ensemble du territoire de la Seine-Maritime. Voilà. On est plutôt bien pourvu en la matière. Voilà, ne pas hésiter à faire appel à toutes ces structures. Et au passage, beaucoup de MSAP sont reconnus PANA. Voilà, donc on retrouve les mêmes acteurs à chaque fois. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et on reparlera justement de toutes ces structures tout à la fin avec Sylvain Rémy quand il nous présentera effectivement les structures de l'accompagnement en Seine-Maritime, puisque ce sont les mêmes. Voilà, à chaque fois, on retrouve les mêmes structures. Ça évitera d'aller multiplier, de chercher à droite à gauche. Ça sera à chaque fois les mêmes. Voilà. Donc, effectivement, ça me permet de faire, sauf s'il y a d'autres questions ou remarques sur cette thématique des outils numériques. Non ? Non. Là, on est parfait dans le timing. Du coup, je vais faire le lien avec effectivement notre prochaine interlocutrice intervenante, qui est donc Cécile Dovel
de France Active Normandie qui va nous présenter un dispositif d'accompagnement qui existe, qui est le DLA. Voilà. Donc, je laisse la parole effectivement à Cécile. Merci. Je vais présenter rapidement le DLA de façon générale et puis après vous présenter là une initiative assez récente qui a été mise en place là pendant les vacances et qui va être commencer je dirais dans les prochaines semaines. Donc le DLA, dispositif local d'accompagnement, l'objectif, on est bien sûr, à l'origine c'est un dispositif de soutien à l'emploi et dans la philosophie, aujourd'hui on a encore gardé cet objectif. Donc on est sur la consolidation des activités ou le développement dans le meilleur des cas. Et donc les activités, pourquoi? Parce que c'est les activités qui sont source d'emploi. Qui est éligible à ce dispositif? Donc les structures d'utilité sociale employeuses. En l'occurrence, on est, je dirais, sur 90% d'associations. Voilà, puisque l'idée, le DLA s'adresse à tout secteur. Aujourd'hui, on est dans un webinaire qui s'adresse donc aux structures sportives, mais le DLA peut s'adresser au secteur culturel, médico-social, voilà, peu importe. Je dirais le tant qu'on respecte ces critères d'éligibilité, donc d'être employeur et donc d'être une structure d'utilité sociale. Voilà pour la présentation globale. Très rapidement, donc le DLA est porté par France Active Normandie en Seine-Maritime et dans l'Eure. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de rechanger nos logos puisque nous avons changé de ministère, mais nous sommes soutenus et financés donc par l'État, la Banque des Territoires, le FSE, la région et après, selon le département, bien sûr, la Seine-Maritime finance le DLA de Seine-Maritime et l'Eure finance le DLA de l'Eure. Alors là, je vous présente le DLA en version individuelle, donc qui s'adresse à une structure. Et on va le voir juste après, on le fait aussi en format collectif. Donc le DLA, c'est un dispositif gratuit, donc ça, je pense que ça ne fait pas de mal de le rappeler. Parce on repose souvent la question. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement par un prestataire qui vient vous accompagner soit sur une thématique précise ou, comme on va le voir, ça peut être un peu plus large sur le développement ou la consolidation des activités. Et on est en moyenne sur 4 jours d'accompagnement. Bien sûr, donc on a remis démarche volontaire et participation active. On est bien sûr de l'accompagnement. Le prestataire ne fait pas à la place de la structure. Et bon, être volontaire, c'est quand même toujours mieux de se lancer là-dedans en étant motivé plutôt que quand c'est imposé. Quel type de besoin on peut accompagner? C'est assez large. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé du projet associatif et des valeurs, ça en fait partie. On peut avoir l'organisation interne. Donc là, l'organisation interne, c'est assez large puisque ça peut recouper à la fois la partie salariée, mais aussi la gouvernance, puisqu'on est sur des formes associatives. Le modèle économique et le plan de développement. Là, je vous ai mis, on va dire, les classiques. Ça peut être accompagné sur une stratégie de communication. Voilà, je dirais qu'on est assez large sur les thématiques tant qu'on est sur de l'accompagnement et pas de la prestation purement et simplement. Donc, initiative assez récente, mais engagée par plusieurs DLA sur toute la France, puisque les associations sont
notre public cible. Et là, le sport, mais aussi, je pense à la culture, il y a des secteurs là qui ont vraiment subi de plein fouet, plus que les autres, la crise sanitaire et ses impacts. Donc, c'est poser la question, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'accompagner le secteur associatif sur une rentrée, puisque le calendrier quand même est tombé comme ça. Et on a ciblé, donc comme je vous le disais, là le secteur du sport, mais on va faire la même chose sur la culture. Voilà, donc si vous êtes dans des structures culturelles par ailleurs, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Donc comment accompagner sur la reprise? Donc on s'est dit, déjà on va sectoriser, donc là c'est le cas pour être au plus près des besoins. Donc là pour le sport en l'occurrence, on va repartir de l'état des lieux et l'idée c'est d'amener les structures avec un plan d'action tout simplement. Donc comment ça a été construit? Donc on a des temps collectifs et des temps individuels pour répondre vraiment au mieux aux besoins. L'idée étant que certaines thématiques vont être, on va le voir juste après, transversales et concerner tout le monde. Et après, l'idée quand même du consultant qui vient vous accompagner, c'est de s'adapter au cas par cas. Voilà. Alors, les deux premières thématiques que vous voyez sont celles, je dirais, qui seront traitées en collectif. Donc, la communication à l'intention des bénéficiaires, donc vos adhérents ou futurs adhérents, et le maintien du lien aux partenaires financiers, publics et privés, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une partie aussi de mécénat, on n'est pas seulement sur mécénat, sponsoring, des dons, etc. On n'est pas uniquement, et même pas beaucoup, sur du financement public en proportion. Ensuite, là, remobiliser les salariés administrateurs et asseoir le modèle économique. Bon, c'est des thématiques, des exemples de thématiques qui pourront être traitées en individuel après au cas par cas, puisque l'idée étant de mobiliser un prestataire spécialisé sur le sport qui, je dirais, un peu comme un couteau suisse et peut traiter en individuel un peu toutes les demandes. Donc sur ce DLA collectif, il nous reste encore une place. On a choisi de limiter à 6 structures pour que, déjà en termes d'agenda, ce soit réalisable et qu'il y ait un réel accompagnement individuel des structures. Donc la communication a été faite avec le GDOS notamment et qui a mobilisé certains d'entre vous pour nous faire remonter des personnes intéressées, enfin des clubs intéressés par cet accompagnement. Et à l'heure actuelle, nous avons 5 associations inscrites. Voilà, donc il reste une dernière place si jamais quelqu'un souhaite avoir un peu plus d'infos. Voilà, il faut par contre s'inscrire très très rapidement, puisque on va dire que normalement c'était semaine dernière le dernier délai pour s'inscrire. Là, il reste une place. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter un autre club. Voilà, donc ça sur le dispositif, je dirais vraiment spécifique accompagnement au rebond. Et donc, si jamais il y a des intéressés, évidemment, je pourrais répondre aux questions, soit maintenant, soit plus tard, par mail ou par téléphone. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a rien dans le chat, mais... Ah, on s'inscrit où? Je pense qu'après, on peut faire retourner mes coordonnées, puisque c'est auprès de moi qu'il faut s'inscrire. Il faut vérifier juste l'éligibilité, donc être une association employeuse. Et après, je vous envoie quelques petits documents à compléter. Pourriez-vous envoyer votre mail en privé peut-être à Cécile sur le chat? Vous pouvez faire un envoi en privé.
Comme ça, Cécile pourra vous envoyer les documents ou inversement, si tu veux mettre Cécile ton mail pour qu'on puisse t'envoyer les éléments. Je peux le mettre en public puisque. Voilà, du coup, tu es en public. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est au choix. Je vais le rajouter. Je tenais quand même effectivement à mettre en avant aussi ce DLA collectif. Effectivement, on a travaillé ensemble avec Cécile entre donc, le France Active Normandie et donc le GDOS 76 pour essayer en tout cas de repérer les associations les plus en difficulté et qui pourraient bénéficier de cet accompagnement. Donc, pendant l'été, c'était pas une période simple, je l'entends, mais c'est vrai que pendant l'été, on a communiqué vers les comités sportifs pour que ceux-ci puissent nous fournir la liste de leurs associations en difficulté. Monsieur Lejar, qui est toujours connecté, je le remercie puisqu'il nous a répondu, notamment. Et également, nous nous sommes tournés vers les collectivités qui sont en lien direct avec les associations locales pour qu'elles puissent, elles aussi, nous fournir une liste d'associations repérées. Voilà. Donc, c'est vrai que 6 places, il en reste une à ce jour. On peut se dire qu'il y a beaucoup plus d'associations qui auraient pu en bénéficier, enfin, qui auraient dû bénéficier. Et là, je parle de la liste qui nous a été retournée. C'est vrai que très clairement, on n'a eu qu'une quarantaine d'associations repérées. Il faut savoir qu'en Seine-Maritime, on a 2500 clubs fédérés. Donc, imaginez 40 sur 2500 et sur les 40, tous ne sont pas, je crois, affiliés à une fédération. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un peu dommage. Je trouve qu'effectivement, on n'ait pas eu davantage de retours sur les besoins des associations. Voilà, donc ça existe, juste sachez-le, diffusez l'information, Cécile l'a bien dit, on est sur un dispositif qui est gratuit quand même, le DLA. La seule contrainte, entre guillemets, c'est d'être employeur. C'est une forte contrainte pour certaines associations, puisqu'elles ne le sont pas. Mais il est vrai qu'on a aujourd'hui quand même beaucoup d'associations qui quand même ont des contrats, y compris. Alors, il y a un minimum d'heures ou pas, Cécile, par semaine? Parce qu'on a pas mal d'associations qui emploient 2 heures par semaine, par exemple. Alors, non, il n'y a pas de minimum. Là, on est vraiment sur un critère purement administratif. Il faut que l'association soit directement employeuse, pas que ce soit un auto-entrepreneur ou voilà. D'accord. D'accord, voilà. Donc, du coup, c'est effectivement voilà, intéressant pour les associations de pouvoir bénéficier de ce dispositif en dehors du DLA collectif rebond qui est très spécifique à la rentrée. Voilà. Absolument. Mais habituellement, vous pouvez solliciter Cécile pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement en DLA individuel pour votre association. Oui. Voilà. Donc, nous vous le conseille fortement pour les structures qui ont besoin de redynamiser aussi leurs associations. Ça fait toujours du bien, effectivement, ce dispositif, même si effectivement il y a un diagnostic qui pointe les difficultés rencontrées. Mais voilà, il y a plusieurs enjeux derrière et l'efficacité, les leviers d'efficacité sont intéressants, voilà, pour les associations. Je viens de prendre le micro pour saluer Sylvain Rémy qui vient d'arriver, comme prévu. Donc un grand plaisir de l'accueillir avec nous sur ce webinaire qui fonctionne bien. Voilà. J'allais faire le lien, vous le faites avant moi, c'est parfait. Effectivement, j'ai vu que Sylvain Rémy venait de se connecter. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cécile sur le DLA? Non, très bien. Bon, merci Cécile. Nous allons donc effectivement pouvoir conclure avec Monsieur Rémy pour qu'il puisse nous présenter effectivement plutôt le réseau d'accompagnement effectivement présent sur la Seine-Maritime. Voilà. Donc, en lien avec le dispositif PANA dont on a parlé tout à l'heure. Je vous laisse la parole, Monsieur Rémy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, c'est bon? D'accord, ok. Comme je passe directement par mon portable, je maîtrise un peu moins bien l'outil Zoom qu'avec un ordinateur portable lambda. Donc, effectivement, pour ma part, donc, je suis Sylvain Rémy, le responsable du pôle enfance-jeunesse à la direction départementale déléguée de la cohésion sociale. Et donc, j'assure également les fonctions de délégué départemental de la vie associative en Seine-Maritime. Dans le cadre de cette mission, il m'est demandé d'animer la mission d'accueil et d'information des associations. Donc, la MAIA. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission d'accueil d'information pour les associations? En fait, c'est un réseau départemental qui a vocation à
mettre en interaction l'ensemble des structures sur le département qui ont été repérées comme espaces ressources pour les bénévoles associatifs et donc qui ont été labellisés par voie de convention par les services de l'État en tant que point d'appui à la vie associative ou de centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Donc, on a fait une plaquette de présentation pour vous donner un maximum d'informations, pour donner un maximum d'informations au grand public sur donc le fonctionnement et la configuration de cette mission d'accueil et d'information des associations en Seine-Maritime. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est une mission qui s'appuie principalement sur les PAVA et les CRIB. Les points d'appui à la vie associative, c'est des espaces ressources qui doivent être au nombre d'une quinzaine, d'une vingtaine sur l'ensemble du territoire départemental et donc qui ont vocation à apporter de la primo-information aux bénévoles dirigeants associatifs. Donc on est sur des structures qui ont l'habitude d'accompagner les bénévoles, les dirigeants associatifs et qui sont là pour transmettre de la primo-information, que ce soit pour des personnes qui souhaitent se lancer dans la voiture associative ou des personnes qui ont repris donc les instances dirigeantes d'une association et qui se posent des questions sur la vie associative. Donc voilà, c'est vraiment le point contact sur vos territoires pour aborder ces questions de vie associative, de fonctionnement d'organisation de l'association, sachant qu'on est sur un appui associatif qui se veut être intersectoriel. Donc c'est un appui qui s'adresse tant aux associations sportives qu'aux associations qui sont actives dans d'autres champs sectoriels. Donc ça, c'est les interlocuteurs de premier niveau, et les interlocuteurs de second niveau, ce sont les centres de ressources et d'information pour les bénévoles. Donc là, ils sont au nombre de 3 au niveau du département de Seine-Maritime. On en trouve un par arrondissement, en fait, un sur la métropole de Rouen, un sur Le Havre et un sur Dieppe. Et donc on est sur des structures qui vont avoir vocation à être plus sur de l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire que si donc vos demandes, vos besoins s'apparentent plus à un accompagnement sur du moyen ou long terme, ou alors vraiment ça nécessite de prendre le temps de bien se poser, d'échanger sur vos difficultés, sur les problématiques auxquelles vous faites face. L'idée, ça va être donc que le PAVA vous réoriente vers le CRIB, donc avec des associations qui sont labellisées en tant que telles par les services de l'État depuis 15 ou 20 ans. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez aller un peu plus loin. Donc ça peut être sur comment renouveler son projet associatif, comment repenser sa stratégie numérique, comment faire face à des difficultés sur le plan économique, comment peut-être diversifier ses ressources. Donc là, on est vraiment sur des gens qui vont avoir plus de disponibilité, plus de temps, plus d'expertise pour vous accompagner, sachant aussi que c'est des structures qui peuvent proposer des formations à destination des bénévoles ou dirigeants associatifs de la même manière que certains PAVA. L'intérêt que ça peut avoir aussi les CRIP, c'est surtout pour les associations employeuses. Associations employeuses parce que on a au moins 2 CRIB, à savoir celui du Havre et celui de Rouen, qui sont donc considérés comme tiers de confiance par l'URSSAF et donc qui, alors j'ai peur de me tromper sur le nom du dispositif, mais a priori qui sont dans le dispositif Impact Emploi et donc qui peuvent établir les fiches de paie de la même manière que peuvent le faire des experts comptables, mais pour un prix, pour une prestation qui est beaucoup moins onéreuse que si vous passiez par le secteur privé, on va dire commercial, par les experts comptables. Donc c'est vraiment c'est vraiment un dispositif dont vous pouvez vous saisir. Enfin, je vous invite à vous en saisir si jamais vous faites face à des difficultés pour établir à chaque fois les fiches de paie, pour faire la comptabilité, pour savoir où est-ce que vous vous situez au niveau de la fiscalité. Donc, on est sur les structures qui vraiment sont là, sont financées en partie par l'État, mais aussi d'autres financements pour apporter cet appui aux dirigeants associatifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mission d'accueil d'information des associations, donc la MAIA du département de Seine-Maritime, elle ne se résume pas uniquement au CRIB et au PAVA. Elle a vocation aussi à donc associer toutes les structures qui peuvent présenter des ressources pour les associations. Donc on peut y retrouver certaines collectivités territoriales qui ont des services vie associative qui sont assez développés. C'est ce qu'on retrouve au niveau de Rouen ou au niveau du Havre. On va y retrouver également donc le dispositif local d'accompagnement, dont vous venez d'avoir une présentation qui donc est présent à chacune des réunions, fait partie du réseau avec un lien fort
entre les PAVA, les CRIB et le dispositif local d'accompagnement. Et également donc Hello Asso qui s'est donc intégré à cette démarche pour qu'il y ait un parallélisme des formes le plus possible entre les PAVA et les PANA, donc les points d'appui au numérique associatif. Et on y retrouve également les services de l'État tels que la DRFIP, avec donc des points d'entrée qui sont identifiés dans chacun des services de l'État que vous pouvez contacter. Alors, je parle de la DRFIP parce que c'est souvent le contexte, le service de l'État qui est le plus sollicité sur les questions de fiscalité, d'imposition. Donc, l'idée, c'est vraiment que par l'intermédiaire de cette maya, il y ait des structures ou des individus qui soient clairement identifiés pour être vos interlocuteurs directs et essayer de répondre à votre question. L'intérêt du réseau étant que si jamais vous interpellez l'un des membres de la maya et que ce membre-là n'a pas l'expertise ou les compétences pour vous répondre, il pourra vous réorienter directement vers un autre membre de la maya qui, lui, est tout à fait apte à répondre à vos questions. Sachant qu'on peut avoir aussi certains points d'appui à la vie associative qui sont un petit peu spécialisés. C'est le cas du GDOS, donc, qui est labellisé PAVA et qui va avoir vocation à plus accompagner ou plus venir en soutien, en appui des associations sportives. Donc voilà pour la présentation de ce réseau qui est malheureusement pas si connu que ça, qui gagne à être connu, et vraiment il ne faut pas hésiter à se rapprocher des structures qui sont le plus proches de chez vous, de votre implantation, si jamais vous avez des questions. Ou ce qui peut être possible aussi, c'est des structures qui peuvent vous faciliter dans vos démarches. Par exemple, on a certains points d'appui à la vie associative qui mettent à disposition des lieux de réunion de manière gratuite, qui peuvent mettre à disposition du matériel, ou donc il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher de ces structures, et puis après elles vous répondront si elles sont à même ou pas de répondre à vos besoins sur telle ou telle question. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas si je peux répondre aux questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce réseau ou d'autres aspects? Profitons de la présence de M. Rémy s'il y a d'autres questions. Alors, moi, je ne les vois pas apparaître sur le chat. Je ne sais pas si les questions se posent du coup à l'écrit. Il n'y a pas de questions pour l'instant à l'écrit. Pas de questions. A priori, le dispositif était peut-être un peu connu de certaines structures qui sont présentes ce soir. Dans le cas contraire, de toute façon, nous avons fait un enregistrement du webinaire, premièrement. Deuxièmement, nous avons également le support qui sera mis en ligne sur le site internet du GDOS et peut-être des partenaires, s'ils le souhaitent, partenaires organisateurs du webinaire, et avec l'ensemble des coordonnées, de toute façon, effectivement, des interlocuteurs, s'il y a des questions bien spécifiques ou des besoins de précision. Ah, j'ai une question sur est-ce que le réseau existe sur d'autres départements? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un délégué départemental à la vie associative dans tous les départements qui est clairement identifié. Après, on est sur des réseaux qui sont plus ou moins développés. Je pense qu'en Normandie, en Seine-Maritime, on a la chance d'être le département où le réseau est le plus dense, où il y a vraiment un historique de fonctionnement en réseau avec des structures qui sont habilitées depuis un certain nombre d'années à faire de l'accompagnement auprès des acteurs associatifs. Mais après, dans les autres départements, normalement, il y a au moins un CRIB, un centre de ressources d'information pour les bénévoles, ainsi que les points d'appui à la vie associative qui sont identifiés. N'hésitez pas à vous rapprocher. Normalement, sur le site association.gouv.fr, vous avez l'identité de l'ensemble des DVA pour chacun des départements. Sinon, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de la DDCS ou de la DDCSPP si vous êtes dans l'Orne, qui correspond. J'ai vu 2 autres questions passer, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Non, c'était des personnes qui doivent nous quitter. Voilà, on arrive à la fin effectivement du webinaire. Voilà, donc effectivement, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'intervention de M. Rémy ou sur effectivement les autres interventions. Ouais, moi, j'en ai une, mais je vais la faire verbalement parce que c'est pour essayer de la cadrer en n'étant pas long, je vous promets. Quand on est sur le terrain, parce qu'on y va quand même sur le terrain, ou même le téléphone, ça fait partie du terrain. Actuellement, ce qu'on entend assez souvent, c'est est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, comment je peux organiser ça, quelles sont les contraintes.
je veux dire, alors je prends en compte que c'est évolutif quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Hein, ce qui était 10 un jour devient 30, ça dépasse, enfin bon. Mais je pense que ce qui manque un peu, alors c'est bien entendu pas de la compétence directement de la préfecture de Seine-Maritime, c'est plutôt national. C'est pour ça que tout à l'heure je posais une question, est-ce qu'il existe un lieu où il y a une foire aux questions? Et je pose un truc, excusez du terme, un peu au ras des pâquerettes. J'ai besoin de faire un conseil d'administration. Au maximum, nous sommes 20 personnes. Est-ce que je peux la faire? Oui, non. Si oui, il faut que ma salle elle fasse quelle grandeur? Je dois avoir quelle distance entre les personnes? Est-ce que c'est tous les mètres? Il faut 4 mètres carrés. Je pense qu'actuellement, pour l'État essentiellement, hein, mais ce n'est pas du tout vindicatif, complètement l'inverse. Mais je pense qu'il faudrait essayer d'avoir cette foire aux questions. Alors, un peu comme on a sur les sites internet un peu techniques, il y a une foire aux questions et il y a une réponse qui est toute faite. Les gens se posent vraiment, vraiment beaucoup de questions, ils n'osent plus rien faire. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres interlocuteurs, mais je sais que ce n'est pas simple, hein, la question que je pose. Oui, je peux vous donner quelques éléments de réponse. Il ne faut pas hésiter à aller sur la page du gouvernement dédiée au coronavirus parce qu'il y a une foire aux questions qui existe et qui répond de manière assez transversale à un certain nombre de questions avec des documents qui sont assez intéressants, qui ne sont pas inabordables. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller régulièrement sur cette page parce qu'on peut y trouver également des informations sur les aspects sportifs. Après, sur la peur liée au Covid, en fait, donc je n'ai pas pu assister à ce qu'avait pu vous dire ma collègue Christelle Moll sur les aspects juridiques, mais pour en avoir discuté avec elle durant l'après-midi, ce qu'il faut bien avoir en compte, enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le fait que vraiment, on est sur une obligation de moyens au niveau des associations et que c'est le bon sens qui doit primer. On a toujours tendance à penser qu'il y a des réglementations qui existent sur tout et n'importe quoi, ce qui est loin d'être le cas. On a beaucoup de points au niveau de la législation et de la réglementation française qui sont vides ou imprécis, et en fait, c'est le bon sens ensuite qui va vraiment vous permettre de vous positionner. Donc non, il ne faudra pas une taille de salle qui dira si à partir de cette taille-là ou pas, on peut accueillir 10 personnes, 20 personnes. Ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est d'être sur une situation où vous voyez très bien quand vous êtes dans une salle, si vous êtes les uns sur les autres ou pas. L'idée, c'est d'avoir un minimum d'espace. Et donc, c'est pour ça que de mon côté, j'invoque vraiment le bon sens. Après, dans un contexte, on va dire associatif, il n'y a pas de limite. Vous pouvez très bien vous réunir à plus de 10 si on est dans un contexte associatif, mais tout en essayant de mettre en place les mesures qui s'imposent au niveau sanitaire. Donc, d'être dans une situation, si vous faites un conseil d'administration, vous êtes 15, 20, 25, que tout le monde porte le masque, que vous ayez prévu d'avoir du gel hydroalcoolique voilà, pour que les personnes puissent se désinfecter à l'arrivée. Que des choses de bon sens que vous feriez aussi peut-être chez vous en présence de personnes vulnérables. Mais après, on ne va pas vous punir sur le plan juridique ou même sur le plan administratif si jamais votre club, votre association se révèle être un cluster, parce qu'on est sur un virus qui est en fait, on se rend compte, extrêmement coquin, entre guillemets, difficilement maîtrisable. Donc après, on peut pas maîtriser tous les paramètres, le tout étant de réduire un maximum les risques de contamination, de propagation du virus, si jamais il y a quelqu'un dans le groupe qui est porteur, qui est contaminé. Mais voilà, le vice, c'est qu'on a un certain nombre de personnes contaminées qui sont asymptomatiques. Donc, dès lors, c'est toujours très compliqué dans ce type de situation de maîtriser l'épidémie. Mais vraiment, il ne faut pas avoir trop de peur par rapport à ça. On est vraiment sur l'idée de mettre en place un maximum les protocoles, mais sans que ça en devienne non plus totalement contre-productif pour l'activité. Et puis après, de se tenir régulièrement au fait des décisions qui sont prises au niveau national ou au niveau préfectoral. Mais s'il y a des décisions qui sont prises au niveau préfectoral et qui impactent le milieu sportif ou la vie associative, de toute façon, nous, notre rôle, ce sera de vous la relayer de la manière la plus large possible. Donc, je comprends tout à fait toutes les questions que peuvent se poser les dirigeants associatifs ou les dirigeants de structures sportives, mais on ne pourra pas trouver une réponse réglementaire à chaque fois, quoi. Non, mais c'est bien. Vraiment s'appuyer sur le texte socle, c'est le décret du 10 juillet 2020 qui pose le cadre général.
Et ensuite, il y a des protocoles qui viennent compléter, mais les protocoles, ce n'est pas des documents qui sont contraignants sur le plan juridique. On va dire que c'est plus des aides qui vous sont fournies par les services publics pour savoir comment mettre en place cette obligation de moyens. Mais on n'est pas dans une situation où si jamais donc, il y a un cluster qui se développe dans votre structure, vous allez être mis en difficulté sur le plan juridique. À part si vraiment, de votre côté, vous n'avez pas du tout tenu compte du contexte, que vous avez fait fi des protocoles qui vous étaient proposés par les fédérations, par le ministère, ou alors que vous êtes sur une faute vraiment avérée ou caricaturale du type vous avez fait une fête dans un lieu fermé où vous étiez tous les uns sur les autres pour fêter la reprise des activités sportives. Merci. C'est plein de bon sens. Y a-t-il d'autres questions? Non? Très bien. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce webinaire en remerciant effectivement tous les intervenants, toutes les intervenantes, pardon, et Monsieur Rémy. Je me permets d'utiliser la féminisation. Merci à tous les partenaires et effectivement à tous les participants de leur venue ce soir. Nous restons, comme je le disais, à disposition pour vous accompagner et vous avez toutes les coordonnées qui vous ont été fournies. Vous pourrez télécharger effectivement sur le site internet du DOS le support et également différents outils dépliants notamment de présentation des dispositifs que nous mettrons en ligne. Le webinaire sera également mis en ligne pour les structures n'ayant pas pu participer. Et là, je pense par exemple au comité du sport milieu rural qui nous l'a demandé tout à l'heure, afin que, effectivement, de pouvoir le fournir à d'autres associations. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions à nous poser, des besoins de précision. Nous sommes à disposition pour, encore une fois, vous accompagner. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Ouais, du tout. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.